Bonsoir à tous. 6e épisode du séminaire Ralentir Travaux de l'école éthique de la Salpêtrière. Merci à Cynthia Fleury de nous accueillir à l'Hôtel-Dieu, encore une fois. Merci à Virgile pour la technique. Le séminaire Ralentir Travaux, du nom d'un recueil poétique d'André Breton, René Char et Paul Éluard, poésie surréaliste. Nous ne sommes pas des surréalistes, mais il y a le côté ironique, le clin d'œil de l'affaire, et puis l'idée que nous prenons du temps pour nous arrêter devant les travaux d'étudiants, anciens étudiants de l'école éthique de la Salpêtrière. Je vous rappelle qu'au départ, il s'agit d'un master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière qui se tient à la Salpêtrière, donc dirigé par Eric Fiat, avec Corinne Pelluchon, David Smadja et moi-même. Donc un mercredi et un jeudi par mois, nous enseignons l'éthique. Je commence comme chaque fois par vous indiquer le rendez-vous suivant. Nous nous retrouvons donc mardi 9 mai 2017 à cet amphithéâtre La Personne, Galerie B, Hôtel-Dieu, pour la venue de Christian Tanier. Christian Tanier qui nous parlera de son livre « Quand la conscience s'en va, un défi éthique pour les soignants et les proches » chez Célie Arslan. Je remercie les internautes nombreux qui nous suivent. Je précise que ceux qui habitent sur Paris peuvent nous voir en vrai. Ils auraient l'avantage de suivre après l'intervention de l'invité le débat qui est toujours très enrichissant. J'ai le plaisir immense de recevoir ce soir Anne Lécu. Je devrais, pour ma part, dire que j'ai énormément de plaisir donc, à la recevoir. C'est une religieuse dominicaine avec une ouverture et une intelligence qui vivifient sans cesse les textes religieux. Elle est médecin, elle écrit d'excellents livres. J'en ai apporté quelques-uns, alors j'en cite deux. Des larmes, donc publié en 2012, très beau texte qui nous parle de la manière dont les larmes nourrissent l'individu et la manière dont différents auteurs ont été surpris par les larmes. Sa dernière publication, c'est Le secret médical, aux éditions du Cerf, en 2016. Mais nous garderons au secret cet ouvrage, en espérant que Anne nous rejoindra l'année prochaine à nouveau, puisque le livre qui avait été programmé pour cette session, c'est un livre précédent, La prison, un lieu de soins. La prison, un lieu de soins. Je n'ai pas encore... Point d'interrogation. Oui, point d'interrogation. Donc il faut dire la prison, un lieu de soins. La prison, un lieu de soins. Donc je n'ai pas précisé encore que Anne est médecin à Fleury-Mérogis. En tout cas, elle visite donc les prisons à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Ce livre a eu le prix étudiant de l'essai en 2014. Et j'aimerais lire ce que le philosophe Alain Cugnot en a dit. Donc le philosophe Alain Cugnot, « Je n'hésite pas à le dire, voici le livre le plus intelligent, le mieux informé et le plus profond sur les prisons qu'il m'a été donné de lire. » Beau compliment. Oui. Je vais laisser Anne se dépatouiller avec ça. C'est pas nécessairement facile. Merci beaucoup, Bertrand, pour cette invitation. Donc effectivement, je suis médecin à la prison de Fleury-Mérogis, à la prison des femmes de Fleury-Mérogis, où j'y travaille depuis 20 ans. Donc voilà, ça commence à faire une belle tranche à temps partiel. Et j'avais cet après-midi, une après-midi de travail avec mes collègues d'une association des professionnels de santé en milieu pénitentiaire, dont le président est parmi nous ce soir. Alors les enjeux éthiques qui concerne les soins en prison m'intéresse parce que finalement la prison est une loupe qui donne à voir en gros ce qui se passe ailleurs de façon plus discrète. Et d'une certaine manière, si les digues cèdent en prison, elles vont céder plus tard ailleurs. Alors quelques exemples simples, les fichiers biométriques
réservés aux délinquants au début du XIXe siècle, se sont transformés en passeports biométriques pour tous. L'œilleton et le panoptique qui permettent la surveillance de la personne détenue se sont transformés pour tous en vidéosurveillance que l'on appelle pudiquement la vidéoprotection. Donc cela commence au berceau avec les caméras pour voir si son enfant bouge quand on est dans la pièce d'à côté. Cela se termine dans les EHPAD avec peut-être bientôt des bracelets de vidéosurveillance pour localiser nos patients déments. Donc en fin de compte, ce qui était initialement un dispositif carcéral, il se peut que ça devienne un dispositif pour tous. Et c'est pourquoi c'est assez intéressant de regarder de plus près ce qui se passe en prison. Ce qui se passe en prison, finalement, concerne tout le monde. Et nous devrions être plus nombreux à nous y intéresser. Alors, j'ai préparé une intervention en, je ne sais plus combien, 5 points, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, ou 4 points. 4 points. Tout d'abord, en guise d'introduction, il me semble qu'il s'agit de situer mon positionnement. Ce que j'ai intitulé « Limiter son territoire ». Parce qu'en prison, quand on travaille comme médecin, et je pense comme c'est aussi valable quand on est enseignant, quand on est surveillant, quand on est aumônier, il s'agit, et c'est ça tout l'effort, de limiter son territoire à son champ de compétences sans trop déborder sur le champ du voisin. La prison contemporaine, elle va naître au XIXe siècle. Comme Michel Foucault l'a fort bien montré dans Surveiller et punir, il s'agit d'un dispositif qui a été mis en avant par Jérémy Bentham, le panopticon, du grec pan, tout, opticon, voir. Et ce dispositif panoptique, pour Bentham à l'époque, qui est donc un philosophe qui est contemporain de la prison contemporaine, pour Bentham, qui est un philosophe utilitariste, il s'agit d'une philosophie morale. Le dispositif panoptique, pour Bentham, c'est un dispositif moral en ce sens qu'il vise à contraindre par l'extérieur, par l'architecture, par le bâtiment, ceux qui ne peuvent pas intégrer une norme morale par vertu. Il s'agit donc, par la vue, du fait que les gens seront observés, d'obliger une personne à mieux se conduire. Bentham s'inspire de toute la modernité qui pense que parce qu'on voit, on sait, que parce qu'on calcule, on peut prévoir. Et cela, je fais des raccourcis, mais c'est nécessaire pour le propos, au nom d'une science qui veut s'extraire de la croyance. D'une certaine manière, c'est dialectique, c'est-à-dire qu'on croit qu'on s'extrait de la croyance en disant « je vérifie tout par la vue, par le calcul et par la probabilité », et en fin de compte, confesser cela, c'est de la croyance. Et on retombe dans la croyance. Et on sait aujourd'hui que, alors même que l'on dit que le dispositif panoptique vise à réduire la délinquance, les chiffres montrent que ça n'a aucun effet comme tel sur la délinquance. C'est pas parce que le délinquant sera vidéosurveillé qu'il va pas délinquanter. Peut-être qu'on pourra le récupérer plus vite, l'arrêter plus vite, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que cela n'empêche pas le passage à l'acte, et donc ce qu'on considère comme de la science, finalement, n'est que de la croyance. Cette logique, d'autre part, est sous-tendue par une conviction très grave, c'est que finalement, s'il faut surveiller les personnes détenues par l'œilleton, c'est qu'elles sont des coupables en puissance puisqu'elles ont déjà posé un acte délictueux, quand elles ont été condamnées comme telles. Il ne faut pas se leurrer, même si la présomption d'innocence existe, une fois qu'une personne est en prison, même si elle est prévenue, la plupart des gens qui vont la voir ne vont pas d'abord la considérer comme un innocent en puissance, bien clairement. On va plutôt nous dire, il n'y a pas de fumée sans feu, s'il est là, c'est qu'il l'a bien cherché, etc. Quand ce dispositif carcéral est élargi à la vie pour tous, que ce soit par les caméras de vidéosurveillance en particulier, on voit bien que la conviction qui sous-tend le dispositif, ou les passeports de biométrique, la conviction qui sous-tend le dispositif, c'est que nous serions tous des coupables en puissance, qu'il s'agirait donc de surveiller. Donc on passe d'un dispositif où officiellement nous sommes tous présumés innocents, alors que le dispositif technique assène autre chose qui serait « nous sommes tous des coupables en puissance ». La transparence panoptique, la surveillance, se conjugue donc avec la présomption de culpabilité. Enfin, ce qui inscrit dans la vie des gens et dans la nôtre tout cela, c'est que règne la fatalité. Quelqu'un qui a commis un délit ne peut qu'en commettre un autre, pense-t-on. Et c'est pourquoi il faut le surveiller.
Et donc, on retrouve des accents qui ressemblent aux accents des tragédies grecques, avec une sorte de destin implacable duquel les personnes ont bien du mal à sortir. Et en fin de compte, j'aurai peut-être quelques minutes pour vous décrire un certain nombre de dispositifs techniques que la prison met en place, notamment, soi-disant pour bien faire en plus, et c'est bien ça le drame, des dispositifs informatiques qui remplacent les cahiers papier, dans lesquels on va inscrire des données sur le comportement des personnes. Eh bien, la mémoire longue du dispositif informatique induit une sorte de fatalité qui fait que des données qui auront été inscrites 1 an et demi avant apparaissent d'emblée lorsqu'on ouvre le logiciel, et que finalement, quelqu'un qui un jour a donné une grande claque à son voisin, ce sera marqué, peut-être que le juge aura plus de mal à donner un aménagement de peine, parce que c'est ça qu'il va le voir en première lecture, en ouvrant l'ordinateur. A contrario du dispositif panoptique totalisant, je revendique un point de vue à la fois partiel et partial. La prison est un univers cloisonné dont on apprend, en tout cas moi, très lentement le fonctionnement et les enjeux. Et on n'a jamais fini d'apprendre, on découvre toujours des choses nouvelles qu'on n'avait pas bien comprises. Et donc, en fin de compte, moi, je revendique un point de vue partiel, en ce sens que je suis médecin en prison, mais je ne sais pas ce que c'est que d'être enfermé. Et donc, je ne sais pas ce que c'est que la vie des détenus enfermés dans leurs cellules. Je ne sais pas ce que c'est que d'être dans une pièce dont je n'ai pas la poignée pour ouvrir la porte, avec le feu dans la cellule d'à côté, et cette angoisse de voir la fumée qui rentre dans la cellule, de ne pas pouvoir sortir. Je ne sais pas ce que c'est. Seuls le savent les personnes détenues qui sont dans cette situation. Autrement dit, je ne suis pas du tout porte-parole des personnes détenues, je suis porte-parole de moi-même, c'est déjà pas si mal, et en tout cas, je pense avoir acquis une certaine compétence en ce qui concerne le soin en prison, qui est un point de vue partiel sur la prison. Le point de vue, d'autre part, est partial, parce que je suis là pour soigner les personnes détenues et non pour aider la justice. Ça va donc être ce positionnement, risque de conflit avec l'administration pénitentiaire qui, elle, a un autre point de vue partial tout aussi légitime, mais qui n'est pas le même, qui est la sécurité des personnes, et donc de s'assurer que les gens ne s'évadent pas, et que les gens ne se suicident pas, et qu'ils ne soient pas dangereux pour les autres. Donc c'est évidemment un autre point de vue, parce que le métier n'est pas le même, nous sommes dans des professions différentes, et donc des professions où, grosso modo, pour le surveillant, il s'agit d'une personne détenue accessoirement malade, et pour nous, il s'agit d'un patient accessoirement détenu. Donc d'emblée, on sera dans des positions différentes, il va falloir négocier en permanence sur comment travailler ensemble, ce qu'on peut faire ensemble et ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Du coup, c'est assez clair que je suis du côté de la personne détenue, et il me semble que ces deux remarques, un point de vue partial et un point de vue partiel, délimitent un territoire, et délimiter un territoire de la sorte, c'est déjà un enjeu éthique. Ça veut dire que dans un milieu totalisant comme la prison, le premier geste éthique, c'est de limiter son pouvoir en déterminant quel est le champ d'action qui est le nôtre, à l'espace de sa seule compétence. Et l'expérience prouve que si les professionnels travaillent de cette façon, s'y astreignent en disant « voilà, moi je suis directeur de la prison, mon but c'est ça, vous êtes médecin, votre but c'est ça », si on prend conscience les uns et les autres du positionnement différent que nous avons, nous pouvons travailler ensemble. En revanche, quand un surveillant ou un directeur commence à s'occuper de santé, et nous, si on commence à s'occuper de la vie en détention, ce sera pas possible. On ne pourra pas travailler ensemble. Donc, premier objectif, et c'est donc ma première partie, limiter son territoire. Deuxième partie, si vous voulez, l'ambivalence des soins en prison, qui découle de ce constat. L'ambivalence des soins en prison, c'est que précisément, nous exerçons comme médecins un métier transgressif. La médecine comme telle, et je pense que vous avez pu l'évoquer dans les conférences précédentes ici, la médecine comme telle, aussi bien que la chirurgie ou que la psychiatrie, la médecine est prise dans la relation intersubjective de la consultation et contrainte de suspendre cette relation, d'ouvrir une sorte de parenthèse au moment de l'examen clinique, au moment de la réflexion sur qu'est-ce qui arrive à mon patient, pour ouvrir une parenthèse d'objectivité, pour essayer de voir si ce que mon patient il a, ça correspond à telle ou telle case de ce que j'ai pu apprendre en médecine.
lorsque j'appuie sur le ventre de quelqu'un, je me dis, est-ce que son ventre est dur, est-ce qu'il est souple, etc. Et donc, nécessairement, le geste médical est transgressif parce qu'il est nécessairement objectivant à un moment donné de la consultation. C'est d'autant plus vrai du chirurgien qui doit ouvrir une parenthèse aussi dans sa tête pour pouvoir ouvrir le ventre de quelqu'un. S'il fait ça dans la rue, ça va se terminer au poste. Donc c'est bien parce que c'est dans un cadre précis qui est le cadre du soin que nous sommes autorisés à transgresser quelque chose qui ne va pas de soi, ouvrir le corps de l'autre, poser des questions intrusives, entendre des confidences qui ne nous seraient pas confiées si les gens n'étaient pas malades, etc. Donc on voit bien qu'en soi, la médecine est objectivante. La médecine est nécessairement toujours obligée de jongler entre le corps existentiel, le corps que je suis, Leib en allemand, et la matérialité du corps, le corps dans son objectivité, le corps que j'ai, Körper en allemand. Autrement dit, essentiellement transgressive, la médecine porte en elle depuis toujours le danger de supprimer le facteur subjectif. Et c'est un danger qui va être majoré par les dispositifs techniques, les imageries, tout un tas d'examens qu'on a à disposition aujourd'hui, où on peut tout à fait assez facilement oublier qu'on a en face de nous un patient qui a une existence, des liens, une histoire, et que la manière de s'adresser à lui sera peut-être un peu différente de l'autre qui aura pas la même histoire, pas la même vie, etc. Eh bien, j'insiste sur cette ambivalence des soins parce que elle est probablement majorée en prison. Paul Ricoeur, dans un texte qu'il a écrit en 1989, dans la préface du rapport d'Amnesty International qui s'appelait « Médecins tortionnaires, médecins résistants », il rappelait que la médecine oscille toujours entre un pôle tortionnaire et un pôle résistant. Et il disait, le pôle tortionnaire, c'est quand précisément la médecine se contente d'objectiver le corps de l'autre et qu'elle oublie qu'elle a affaire à un sujet. Et il disait que les lieux où, selon lui, la médecine risquait d'être tortionnaire, c'était l'enfermement psychiatrique, quand des gens sont mis à l'hôpital contre leur propre volonté parce qu'ils ne sont plus en état, dit le psychiatre, d'exercer pleinement cette volonté. La médecine d'expertise, où l'expert doit rendre un compte-rendu aussi objectif que possible de l'état de santé d'une personne pour le juge, et l'enfermement en prison. Et il disait, de ces trois lieux dangereux pour une médecine tortionnaire, probablement que le plus dangereux est la prison. Autant dire donc que nous sommes en pleine ambivalence, d'autant plus que nous travaillons en prison. Et que concrètement, cela se manifeste parce que les patients n'ont pas le choix du médecin. C'est-à-dire que moi, dans le bâtiment où je travaille, on est 2. Donc si, ils ont le choix entre 2 médecins généralistes, très bien, mais ils n'ont pas le choix entre 50 médecins généralistes. Voilà. Et le psychiatre étant tout seul, ils ont le choix entre un psychiatre ou rien. Alors du coup, cette ambivalence des soins en prison, qui fait que d'une part, nous sommes formés à faire de la médecine, et ça, à la limite, bon, bah, très bien, on a appris à l'école de médecine à faire de la médecine, parfait, donc c'est un exercice ordinaire, mais dans un lieu qui n'est pas ordinaire, et le fait que le lieu ne soit pas ordinaire, que ce soit la prison, on va être assez souvent mis en porte-à-faux par des questions que vont nous poser les surveillants, qui nous déplacent du simple rôle de soignant. Et du coup, va surgir une certaine perplexité. Parce que des choses étranges peuvent nous être demandées. La perplexité, c'est un sentiment assez intéressant, parce qu'elle permet une sorte de suspension qui indique que la situation est problématique. Et du coup, si la situation est problématique et qu'on est un peu curieux, voilà qu'on va essayer de chercher pourquoi elle est problématique et comment faire pour répondre à une situation problématique. Le philosophe Jan Patočka écrit volontiers que la philosophie et plus largement la vie spirituelle commence avec la problématicité des situations que nous rencontrons. Alors je vais vous donner quelques exemples de situations problématiques. Un jour, on m'a demandé, j'étais de garde à la prison de Fleury, on me réveille à 5 heures du matin en me disant « Voilà docteur, monsieur machin est libérable, il doit être expulsé en Algérie, il refuse l'expulsion et il a avalé des lames de rasoir. Est-ce que son état est compatible avec l'avion ?» Alors, l'horaire majeure un peu la perplexité de ce genre de questions. Donc évidemment, je suis allée voir le monsieur, je l'ai examiné, il m'a expliqué qu'il avait emballé les lames de rasoir dans du scotch. Bon, au moins il avait pas mal.
Je l'ai examiné, il n'avait aucun signe de gravité qui aurait pu faire qu'il fallait que je l'envoie à l'hôpital. Et j'ai répondu à la gendarmerie présente que je n'étais pas compétente pour répondre à la question, qu'il fallait demander ça à un médecin expert, et que j'étais bien désolée, mais que je leur souhaitais une bonne journée. Et je suis repartie. Bien. En me disant, je ne suis pas Madame Soleil, je peux dire que l'état du monsieur est compatible, il se retrouve dans l'avion, il fait une hémorragie digestive ou je sais pas quoi. Moi, j'ai aucun pouvoir de discerner l'avenir. Je dis qu'il n'est pas compatible, très bien, mais du coup, je me prononce sur une mesure policière qui est l'expulsion, sur laquelle j'ai quand même aucune compétence, ou judiciaire, j'ai zéro compétence. Donc, il n'est pas question que je réponde à une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et donc, au médecin légiste, s'il le souhaite, de répondre avec réquisition, en bonne et due forme, mais en aucun cas au pauvre médecin de permanence de la maison d'arrêt. D'autant plus que le code de déontologie médicale est formel, on ne peut pas être médecin traitant et médecin expert d'un même patient. Bien. Donc moi, je me suis présentée comme médecin traitant, je l'ai examiné, je ne suis pas médecin expert, au revoir monsieur. Évidemment, je me suis fait gronder par la gendarmerie, mais c'est pas très grave. Autre situation problématique, est-ce que monsieur Machin, qui est au quartier disciplinaire, vous pourriez le voir parce qu'il ne supporte pas le quartier disciplinaire. Est-ce que son état est compatible avec le quartier disciplinaire? Alors là encore, si le monsieur Machin veut me voir, je me déplace. Mais s'il est fâché parce qu'il est au quartier disciplinaire mais qu'il ne veut pas voir le médecin, il n'y a pas de raison que je voie le patient en question. On a dans le code de procédure pénale un cadre très strict où on doit voir les patients 2 fois par semaine quand ils sont en isolement. Donc nous, on a un planning de médecins qui montons au quartier disciplinaire voir les gens 2 fois par semaine, mais voir des gens en plus, c'est uniquement à la demande du patient ou si le patient est inconscient en cellule et qu'il a besoin de soins urgents. Bien. Donc, si je vais voir le patient au quartier disciplinaire, je vais discuter avec lui. Si maintenant, le monsieur, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, se cogne la tête contre les murs parce qu'il ne supporte pas la sanction, qu'il a un hématome gros comme ça, qui saigne et qui me dit qu'il va se tuer, peut-être il faut que je l'envoie à l'hôpital. Dans ces cas-là, très bien. Mais je ne vais pas le faire sortir du quartier disciplinaire juste pour le laisser à la surveillance des surveillants pénitentiaires, alors que peut-être son état de santé nécessite une surveillance médicale. Donc il ne faut pas non plus faire porter aux surveillants pénitentiaires une surveillance médicale à ma demande si j'estime qu'il y a un risque. Si j'estime qu'il y a un risque, j'envoie le patient à l'hôpital. Voilà. Des situations encore plus problématiques. Il y a des gens qui sont mis en quartier d'isolement pour parfois des durées assez longues. C'est le cas récemment des personnes incarcérées pour fait de terrorisme. Et on peut nous demander, est-ce que l'état de monsieur X est compatible avec l'isolement longue durée dans le quartier d'isolement? Et donc on a un avis consultatif comme médecin à donner au directeur d'administration pénitentiaire locale. Très récemment, avec un détenu célèbre dont vous avez dû entendre parler l'été passé, qui a été mis sous vidéosurveillance 24 heures sur 24, on l'a d'abord surveillé et après on a écrit le décret qui modifiait la loi pour qu'il soit surveillé 24 heures sur 24. Et dans ce décret, on dit que l'avis du médecin, il pourra être demandé un avis consultatif au médecin pour savoir si la mesure de vidéosurveillance, est compatible avec l'état de santé du monsieur. Qu'est-ce que nous répondons à ça? Alors, nos associations ont un peu planché sur la question. Il y a plusieurs positionnements possibles. On peut dire, premièrement, écoutez, moi je suis médecin traitant, je ne suis pas médecin expert, donc à la limite, si vous voulez un avis d'expert, vous demandez à un expert. Sachant qu'en plus, l'expert, il faut le payer. Donc c'est pour ça que quand même, si on peut s'en passer, c'est pas mal. Bien. Donc, premier positionnement, écoutez, non, nous, cela ne nous concerne pas. Sur la vidéosurveillance, demandez à un expert. Deuxième positionnement, écrire, aller voir le patient, voilà. Et puis, si on juge que c'est nécessaire, écrire un papier disant « Je certifie Dr X, certifie avoir examiné ce jour en consultation Monsieur Z, à la ligne, la vidéosurveillance continue ou l'isolement prolongé peut provoquer des troubles psychiatriques, voire somatiques, et mettre en danger l'intégrité physique de Monsieur Machin. » Donc il ne s'agit pas de dire « Monsieur Machin est un danger », mais de dire en général « La vidéosurveillance continue, l'isolement prolongé, c'est quand même assez mauvais pour la santé. »
C'est-à-dire qu'on ne répond pas à la question et à l'administration pénitentiaire de voir ce qu'elle fait de notre papier. Bon. Moi, j'ai pas d'avis, je pense, enfin si j'ai un avis, je pense que plus on est très ferme, et donc si on dit, écoutez, ça ne nous concerne pas, c'est sans doute souhaitable. Voilà. Parce que devant toutes ces situations de perplexité, la seule question qui vaut, c'est est-ce que la question qui est posée est médicale, oui ou non? Et si elle n'est pas médicale, en l'occurrence, c'est pas des questions médicales, ça, si elle n'est pas médicale, comment moi j'y réponds dans des termes médicaux? Voilà. Si je ne peux pas répondre à une question non médicale dans des termes médicaux, ça veut dire qu'elle ne me concerne pas, je n'y réponds pas et je dis merci beaucoup, messieurs, je ne suis pas compétente pour répondre à votre question. Vous comprenez que devant ces perplexités, on peut dire que ce sont des attitudes de ruse qui consistent à répondre de cette manière. Il y a quand même des moments où l'inquiétude surgit, où l'inquiétude morale surgit. Et l'inquiétude, ça veut dire, est-ce que c'est possible de continuer à travailler dans un endroit comme celui-ci? Jusqu'à quel point le fait de travailler là rend service aux patients? Et à quel point le fait de travailler là, finalement, permet que le système soit pérennisé et, au bout du compte, ne rend pas service aux patients? Voilà. Cette question-là, je crois qu'elle nous habite tous, que tant qu'on y travaille, c'est que, bon an, mal an, on pense que c'est plutôt moins pire si on y est que de pas y être. Mais cette question peut toujours ressurgir et finalement, tant mieux si elle n'est pas résolue. On est dans la situation aujourd'hui avec une autre situation problématique qui est nouvelle, avec l'arrivée en tout cas en Île-de-France de personnes incarcérées pour des faits de terrorisme, où des personnes que nous avons à soigner peuvent être très clairement nos ennemis et se déclarer comme tels. Et donc, il va s'agir de continuer à soigner de la même façon tout le monde et d'entraîner nos équipes à soigner de la même manière les gens, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont là. C'est très important parce que si nous cessons de soigner de la même manière tout le monde, finalement, nous avons perdu face à ceux qui veulent, au contraire, remettre en cause notre manière de vivre. Et c'est très important, je pense, d'être assez ferme sur une certaine objectivité du travail professionnel qui est on prend en charge les gens de la même manière et on ne s'intéresse finalement qu'assez peu aux raisons qui nous ont conduits en prison. Alors il me semble qu'il faut retourner aux fondamentaux. Les fondamentaux devant les situations problématiques, c'est finalement les pratiques du métier, le code de déontologie médicale qui nous dit en son article 5 le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Nous n'avons pas à aliéner notre indépendance professionnelle. Article 105, nul ne peut être à la fois médecin expert, médecin traitant du même malade. Et puis se rappeler que la situation de soins, c'est que nous sommes toujours dans une relation singulière avec une personne unique, dans un moment unique, et que la personne singulière qui est en face de nous, elle n'est jamais réductible ni à des chiffres, ni à des statistiques, ni à ce qu'elle a fait, ni à sa conduite, ni à de la science finalement. Et qu'on est toujours dans un art médical et qu'on n'est pas dans une science. Alors, troisième partie, pour prolonger encore cette ambivalence des soins en prison, ce que j'ai appelé l'épreuve carcérale, qui est une manière de décrire en 7 points, un peu comme l'enfer de Dante, où on descend de plus en plus profondément par paliers dans quelque chose de terrible. Je voudrais vous décrire l'épreuve carcérale du point de vue du médecin qui est affronté à des patients enfermés. Premier niveau, donc j'en ai choisi 7 arbitrairement. Bon. Premier niveau, un niveau de fixation. Beaucoup de motifs de consultation du médecin généraliste dans une prison de femmes, notamment, tournent autour de la peau. D'une certaine manière, beaucoup de femmes me disent, voilà, j'ai la peau qui gratte, j'ai la peau qui est sèche, j'ai les cheveux qui tombent. Parfois, ça s'enrichit de, j'ai plus de règles, mes règles se sont arrêtées, voilà. Qui sont pas absolument comme telles des pathologies, qui sont des motifs de consultation, des motifs de plainte, que je ne veux pas non plus appeler psychosomatiques, parce que je ne sais pas si c'est psychosomatique, c'est plutôt de l'ordre existentiel. Et d'une certaine manière, si on voulait décrire en termes phénoménologiques cela, le corps prend la forme de ce qui lui arrive. Le corps enfermé prend la forme de la prison, et c'est pour ça que la peau reçoit beaucoup des symptômes de l'enfermement.
Alors, je dis pas ça aux gens. Je ne vais pas leur dire, écoutez, madame, votre corps prend la forme de ce qui vous arrive. Je leur dis, votre corps n'est pas bien parce que vous êtes enfermé et le corps n'aime pas être enfermé. Donc, ce ne sont pas des maladies. C'est pas grave comme une maladie. Quand vous serez libéré, ça va aller mieux. Mais évidemment, quelqu'un qui est là pour 5 ans, 10 ans, on peut difficilement lui dire, ça va aller mieux quand vous serez libéré. Donc, il faut peut-être trouver des dispositifs annexes pour améliorer la situation. Il me semble que ça, Hegel l'a décrit dans une formule que je trouve assez juste. Il dit « la maladie, c'est la santé fixée ». Dans toute maladie, il y a un dispositif de fixation. Pour illustrer ça, vous avez plus de 50 ans, comme moi bientôt, et vous voyez rien de près, vous êtes fixé dans le fait que si vous n'avez pas vos lunettes à 50 cm de votre main, eh ben vous verrez rien. Et donc, vos possibles autour de vous vont considérablement s'amenuiser. Vous ne pouvez pas lire votre topo, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Bien. Donc, la maladie, c'est la santé fixée. Je trouve que c'est assez juste. Or, ce qu'a décrit Bentham, c'est que la prison est absolument un dispositif de fixation. Il s'agit de fixer quelqu'un dans un lieu, qui est la cellule. Donc, évidemment, en prenant la définition de Hegel, on comprend assez vite que si la maladie, c'est la santé fixée et que la prison est un dispositif de fixation, et notamment, on va nous dire Bentham, qu'elle a pour but non seulement de fixer le détenu dans sa cellule, mais surtout de le fixer dans une conduite, dans un comportement, et aussi, disait-il, de fixer la santé. Autrement dit, il y a bien une dimension d'administration sanitaire dans le dispositif panoptique de Bentham. Et bien évidemment, on comprend que les gens tombent malades en prison. Voilà. Et finalement, le développement de l'hygiène au XIXe siècle, y compris de ce qui est devenu l'hygiène mentale, c'était ça, c'était de fixer la santé dans un cadre. Il me semble que l'administration sanitaire qui est la nôtre, notre tutelle, les gens qui font de la santé publique, ils ont pour fonction de fixer la santé. Et du coup, j'ai une question qui est peut-être impertinente, mais jusqu'à quel point l'administration sanitaire est-elle compatible avec le soin? Si l'administration sanitaire a pour but de fixer la santé, et si la maladie, c'est la santé fixée, est-ce que, lorsqu'on est soignant dans une relation singulière avec un patient, on n'est pas aux antipodes de l'ambition de l'administration sanitaire? C'est une question. En même temps, il ne faut pas non plus être plus dictateur que le dictateur. Nous savons bien aussi que la prolongation de la durée de vie que nous connaissons depuis des décennies, c'est pour des raisons sanitaires essentiellement que nous avons pu en bénéficier. C'est parce que l'eau courante a été amenée dans les foyers, c'est parce qu'on a des toilettes dans nos maisons que nous vivons plus vieux, bien davantage que grâce au progrès de la médecine. Donc, l'administration sanitaire, elle a aussi raison de travailler sur les mécanismes sociaux qui font que les gens vont mieux. Mais vous voyez que quand l'administration sanitaire se mêle de santé, et surtout lorsqu'il s'agit de santé en prison et que du coup, finalement, nous, notre pratique quotidienne, c'est que l'administration sanitaire parle le même langage que l'administration pénitentiaire et que nous, professionnels du soin, on parle une autre langue qu'eux et qu'on a bien du mal à se faire entendre. Et vous voyez que du coup, la question, elle est compliquée. Voilà. Comment se positionner dans tout cet univers? Alors, il me semble que le remède à ce dispositif de fixation, l'attitude éthique pour lutter contre la fixation, c'est de remettre du jeu quand on peut remettre du jeu. Très concrètement, ça veut dire prescrire du kiné chez les gens qui ont mal au dos, prescrire des douches chez des gens qui n'ont pas de douche. Vous savez qu'en prison, le code de procédure pénale prévoit 3 douches par semaine pour les personnes détenues. Les prisons rénovées, maintenant, ont des douches en cellule. Le quartier des hommes à Fleury-Mérogis, désormais, a des douches en cellule. Malheureusement, pas celui des femmes, donc je prescris des douches médicales. Et je me fais gronder par l'administration pénitentiaire qui me dit que quand même, c'est un peu une solution de facilité de ma part et qu'ils ne peuvent pas suivre. Et donc, ils n'honoreront pas une partie des préconisations de douche que je fais parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais en même temps, je comprends, ils sont en sous-effectif, ils ont des contraintes majeures, enfin... Encore une fois, je suis dans un truc de description de la réalité. Relancer l'assistante sociale pour que la personne ait une CMU, pour trouver un appartement thérapeutique, parce que justement elle a une hépatite C, on va profiter
de l'hépatite C pour trouver un hébergement que la personne n'aurait pas pu avoir sinon. Ça, c'est tout un tas de formes de ruses qui permettent de défixer la santé. Et donc, c'est sur ces leviers-là qu'il nous faut appuyer. Deuxième niveau de descente dans cet enfer, la rationalisation. Une des conséquences de la fixation, ça apparaît dans la tendance à tout vouloir objectiver et rationaliser. C'est un second malheur. Cette rationalisation, elle s'incarne dans les dispositifs techniques comme les protocoles, les logiciels, que ce soit le dossier médical informatisé, que ce soit le logiciel Genesis dont je vais vous parler tout à l'heure pour la pénitentiaire. Voilà. Et donc, par exemple, un exemple de rationalisation tout à fait étonnante, il faut que ce soit pareil chez les femmes et chez les hommes. On n'arrête pas de nous dire il faut que le fonctionnement de la maison d'arrêt des femmes soit le même que celui des hommes. Bien. Sauf qu'une femme et un homme, c'est pas pareil. Et donc, par exemple, il y a quelques années, on a eu une pénurie de papier toilette pour les indigents parce que la prison, celui qui faisait les commandes au niveau de l'ensemble du site, trouvait que les femmes consommaient trop de papier toilette. Et donc, il fallait rationner les femmes en papier toilette. Et c'était oublier quelques dimensions anatomiques du corps féminin qui expliquent que les femmes consomment plus de papier toilette que les hommes. Voilà. Et donc, on ne peut pas forcément rationaliser tout de la même manière chez les femmes et chez les hommes. Une autre expression qui illustre cela, qui a été celle d'une directrice qu'on a eue il y a quelques années, qui a été une femme au demeurant très bien, que j'appréciais, elle voulait supprimer les comportements des surveillants qui faisaient le moins attention aux détenus. Bon, ça partait d'un vœu pieux, enfin louable, hein. Et elle voulait faire un livret d'accueil pour que l'information donnée aux personnes détenues arrivantes soit la même, quel que soit le surveillant qui donne l'information. Bien. Et elle nous disait, il faut supprimer le facteur subjectif. Voilà. Pour moi, supprimer le facteur subjectif, ça résume ce que veut la prison. À l'insu des surveillants, encore une fois, c'est pas de la mauvaise volonté de la part des surveillants, mais le dispositif carcéral comme tel a pour ambition de supprimer le facteur subjectif. Mais là encore, on est dans la foi, on est dans la croyance, parce que ça ne peut pas marcher, puisque tout ce qui fonctionne ne fonctionne que grâce à la dimension intersubjective. Les conflits qui sont évités en détention sont évités parce que des surveillants vont discuter avec des détenus dans les coursives et aménager le truc, etc. Et c'est tous les facteurs subjectifs qui permettent que, bon an, ben non, cette espèce de machine fonctionne encore à peu près. Il me semble que le remède à la rationalisation excessive, c'est réintroduire le facteur subjectif. Concrètement, ça veut dire, non pas communiquer trop par mail, mais passer un coup de fil au directeur en disant, écoutez, voilà, j'ai vu madame Machin qui m'a dit que sa codétenue, c'était absolument l'enfer. J'ai essayé de le dire au surveillant pour qu'il voit s'il pouvait changer de cellule. Elle a déjà écrit 5 fois. Vous ne m'avez jamais vu, vous ne me connaissez pas, je ne vous ai pas téléphoné, mais peut-être vous pouvez faire quelque chose. Et lui va faire pareil en nous disant madame Machin, ça fait 5 fois qu'elle écrit pour le dentiste, visiblement vous l'avez pas reçue, elle a vraiment très mal, c'est pas quelqu'un qui se plaint beaucoup, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Et c'est ça qui fait que ça marche, qu'on a la bonne info au bon moment. 3e degré, la fascination pour le dispositif technique. Donc, je vous disais, la rationalisation, c'est le fantasme de supprimer le facteur subjectif. Il s'accompagne de la fascination pour tout ce qui est sans sujet, finalement. Et ces dernières années, surtout depuis 2008, nous avons vu le développement d'un certain nombre de dispositifs qui visent à éliminer le facteur subjectif. Ça a commencé par un truc qui s'appelait le cahier électronique de liaison, qui était le logiciel informatique qui visait à remplacer le cahier papier des surveillants. Sauf que c'est pas pareil. Le cahier papier, une fois qu'il était terminé, il était rangé dans un placard et point. Si le surveillant avait marqué Madame Machin est complètement odieuse, elle est perverse, parce que je sais pas quoi, elle a fait un coup tordu à Madame Truc, quand c'est dans un cahier papier au fin fond d'un placard, 2 ans plus tard, on va pas chercher ça. Maintenant que c'est dans un logiciel, le juge de l'application des peines, quand il regarde comment s'est conduit la personne en détention, eh bien, il va voir que finalement, il y a eu un incident il y a 1 an et demi, et puis un autre il y a 9 mois. Incident dont il n'aurait pas eu connaissance si c'était resté dans un cahier papier. Donc, la mémoire longue du dispositif informatique et là, le nombre d'informations de, comme disent les surveillants, les partenaires pénitentiaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pénitentiaires, l'éducation nationale, les soignants, des remarques qu'on peut faire qui peuvent être inscrites par les surveillants dans ce dispositif.
et remarque que parfois nos collègues, par manque de prudence, vont inscrire eux-mêmes dans les dispositifs électroniques, font que ce dispositif est beaucoup plus large qu'un cahier papier, il reçoit plus d'informations qu'avant, il a la mémoire plus longue, et du coup ça change sa nature. Ça change tellement sa nature qu'en même temps que la naissance de ce cahier électronique de liaison, qui s'appelle Cell comme cellule, vous voyez la poésie des concepteurs, eh bien, ce dispositif est accompagné dans la loi pénitentiaire de 2009 d'une commission pluridisciplinaire unique à laquelle nous sommes convoqués, éducation nationale, là encore, soignants, etc., pour parler avec la pénitentiaire de l'avenir du détenu et pour essayer de voir s'il peut travailler, pas travailler, s'il est à risque de suicide ou pas. Et en fin de compte, vous voyez que dans le mot lui-même, commission pluridisciplinaire unique, il y a un mensonge puisque nous ne sommes pas des disciplines différentes d'un même métier, mais des métiers différents. On a calculé ça, on a conceptualisé ça sur le modèle d'une commission pluridisciplinaire hospitalière où, à propos d'un dossier d'une dame, il allait y avoir le gynéco, le pédiatre et peut-être le psychiatre pour discuter de sa prise en charge. Donc là, on est bien dans une commission pluridisciplinaire puisqu'il s'agit de disciplines d'un même métier, la médecine, alors que là, on est dans un cadre totalement autre qui sont des métiers différents avec un sujet commun qui est le patient ou le détenu, selon qui on est. Et on va parler de l'avenir de cette personne à son insu, parce qu'elle n'est même pas au courant, 80 fois sur 100, que l'on parle d'elle, et on va parler d'elle à partir des projections du dispositif électronique qui va s'afficher sur le mur. Et on va dire, voilà, Madame Machin, moi j'ai entendu ça une fois, avant l'existence des commissions pluridisciplinaires uniques, Madame Machin disait à un conseiller d'insertion et de probation, j'ai pas pu parler, mon collègue n'a pas pu parler avec elle parce qu'elle est de langue espagnole et il ne parlait pas espagnol. Donc il parlait d'un patient qu'il n'avait pas vu, que son collègue avait vu, enfin d'un détenu qu'il n'avait pas vu, que son collègue avait vu, et moi qui avais vu le patient, je me disais, mais c'est bizarre, elle parle parfaitement français, cette dame. Et en fait, elle parlait parfaitement français, mais du coup, personne ne l'avait vue. Voilà. Donc on voit bien comment c'est un dispositif sans sujet, au bout du compte. Alors aujourd'hui, je suis en train de vraiment d'être beaucoup trop longue, le dispositif CEL s'est transformé en logiciel Genesis, qui a été validé par le Conseil d'État. Alors si j'avais du temps, mais si ça vous amuse, vous pourrez aller voir le décret d'application. Alors attendez, je crois que je l'avais pris. C'est un décret d'application de 2014 de mémoire, sur toutes les informations qu'on peut intégrer dans ce dispositif. Voilà. Alors on peut intégrer les antécédents psychiatriques. Est-ce que la personne a été déjà hospitalisée en psychiatrie? Est-ce qu'elle a déjà fait des tentatives de suicide? Est-ce qu'elle a déjà été violée? Tout ça peut être entré dans le Genesis. Alors évidemment, il y a des accès différenciés selon qu'on est surveillant de base, chef de détention, etc. Et nous, soignants, on nous propose une carte qui s'appellerait une carte agent justice, de façon à pouvoir extraire des données dont on a besoin, l'identité des gens, leur position en détention, etc. Et donc tout le débat qu'on avait par exemple aujourd'hui avec notre association, c'était est-ce qu'il faut accepter cette carte pour avoir les données administratives dont nous avons besoin, mais en limitant notre indépendance professionnelle, puisque du coup on se retrouve agent justice, au moins symboliquement avec la carte, ou est-ce qu'il faut exiger une autre manière de faire pour avoir ces informations administratives pour travailler? Bon. Donc les avis sont partagés. Les uns ne pouvant pas se passer de ces informations administratives et ayant déjà la carte agent justice, d'autres ne l'ayant pas encore en disant il faut qu'on résiste pour ne pas l'avoir. Voilà. Mais c'est des débats très importants parce que derrière ça, il y a vraiment l'indépendance professionnelle des soignants qui est mise en cause d'une certaine manière. Et derrière ça, je trouve, pour ce qui nous intéresse, puisqu'on est dans le cadre d'un exposé à connotation philosophique, c'est la fascination pour le dispositif technique qui nous empêche de penser. C'est ça qui est très compliqué, en fait. C'est que le dispositif technique doit chanter quelque chose quelque part dans notre cerveau, je sais pas quoi, et nous avons du mal à concevoir autre chose que ce qui nous est proposé par ce dispositif technique qui finalement nous contraint. Et c'est ça qu'on expérimente. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne peut pas enlever ni le doigt, ni la main, ni le bras. Du coup, 4e niveau, perte de la parole vive, puisque finalement, si la fixation dans l'écrit
Et le plus important, s'il s'agit de nourrir le dispositif électronique qui est très affamé, qui a toujours besoin de plus d'informations, de contenu, on en arrive à passer beaucoup de temps, c'est ce que font les surveillants pénitentiaires, devant leur écran, et ils sont plus en détention, dans les aides et dans les coursives, à parler avec les personnes. Et nous, c'est pareil, plus on est informatisé. Moi, je suis très contente parce que ça marche très mal dans ma prison Internet. J'ai des mails un jour sur 2 et un jour sur 3 parfois. Donc, je ne suis pas du tout gênée par l'ordinateur qui est en panne à côté de moi. Ça prend un peu de place sur le bureau, mais finalement, je parle au patient et j'ai mon dossier médical papier, etc. Mais je sais très bien que le dossier informatique arrive et que de toute façon, nous n'aurons pas le choix. Nous serons bien contraints de rentrer là-dedans. Et du coup, d'une part, perte de la parole vive parce qu'on a moins de temps à consacrer à la personne en chair et en os. Et surtout, un autre effet pervers du dispositif, c'est la novlangue et l'utilisation de sigles qui nous font perdre le sens des mots. L'exemple que je vous donnais sur la commission pluridisciplinaire unique, c'est patent. On appelle ça la CPU et du coup, on n'entend plus que pluridisciplinaire, c'est un mensonge. Voilà. Idem, je vais vous donner un petit exemple assez drôle sur cette fameuse carte agent justice et sur notre déontologie. Il y a une circulaire, une instruction interministérielle du 4 juillet 2016 relative à la fourniture de cartes à puce agent extérieur justice, ce fameux machin pour rentrer dans Genesis. Fourniture fournie donc aux professionnels de santé et au personnel administratif habilité à accéder au système d'information du ministère de la Justice. Le premier paragraphe dit ceci. Ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Hein. Des personnels des unités sanitaires, c'est nous, rattachés aux établissements de santé, sont appelés à accéder au système d'information du ministère de la Justice, Genesis, qui gère le parcours des personnes détenues en établissement pénitentiaire. Cet accès doit permettre, premièrement, la saisie d'observations à partager entre les secteurs justice et santé. D'accord ? Deuxièmement, l'accès en consultation au livret du détenu. Cet accès permettra en outre en 2016 l'extraction de listes pour faciliter la dispensation de médicaments par exemple. Il est rappelé que Genesis ne porte pas atteinte au secret médical. C'est quand même merveilleux. C'est-à-dire qu'à 3 lignes, on va nous dire qu'il va falloir saisir des observations à partager entre la justice et la santé, et on nous dit que ça ne porte pas atteinte au secret médical. Ça veut dire qu'en fin de compte, pour les gens qui ont rédigé ça, encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait de malveillance, mais ils ignorent absolument la nature même du secret médical, qui n'est pas simplement le contenu d'une feuille de biologie, mais qui est tout ce qu'on a appris, compris, vu ou entendu dans l'exercice de notre profession. Voilà. Donc évidemment, tout ce qu'on a appris, vu, entendu dans l'exercice de la profession, on ne peut pas le mettre dans le dispositif. Donc ça, là-dessus, nous, on est bien d'accord. Mais on voit bien la pente glissante qui est que, à terme, on aimerait quand même que ce soit nous qui marquions que Madame Machin a une douche médicale, que ce soit nous qui marquions qu'elle a un régime diabétique, parce que c'est utile à la vie en détention. Et moi, il me semble que non. Il faut qu'on fasse un papier, qu'on le donne aux surveillants, et que ce soit eux qui rendent ceux qui veulent comme ils veulent dans leur dispositif pénitentiaire. Ça leur appartient, ça ne nous appartient pas. Du coup, cela entraîne un certain nombre de confusions. Alors, je vais vous en énumérer quelques-unes. Et plus on arrive à préciser les choses, mieux on peut se positionner dans tout cet appareil. Donc, c'est mon 5e niveau. Première confusion, la confusion entre la finalité et l'occasion. Quand on dit « on va les soigner en prison » en parlant des détenus, ça ne veut pas dire que la prison est un lieu de soins. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation dans mon titre. La prison, elle n'est pas lieu de soins au sens où le but de la prison n'est pas le soin, mais elle est occasion de soins. D'accord ? C'est pas du tout la même chose. La finalité de l'hôpital, d'accord, c'est le soin. Mais la finalité de la prison, c'est la sanction après un jugement. Donc c'est tout à fait autre chose. En revanche, que la prison puisse être occasion pour des gens de se soigner, ça légitime le fait qu'il y ait des soignants dans la prison. De même pour l'éducation nationale. Autre confusion plus subtile, plus compliquée à faire comprendre, la confusion entre individualité et singularité. On parle beaucoup dans le langage pénitentiaire de l'individualisation des peines, qui s'accompagne toujours d'une assignation d'un individu à un groupe dont on connaît les caractéristiques. On va se dire, voilà, grosso modo, machin appartient au groupe de ceux qui ne posent pas de problème, donc il peut travailler en cuisine. Ou machin appartient au groupe de ceux qui sont vraiment pénibles, on va plutôt le faire travailler à ramasser les papiers dans la cour. Ou bien on ne va pas le faire travailler du tout parce que ça va être l'enfer. Bon. Donc la prison, depuis ses origines, elle trie les détenus.
C'est ça qu'elle sait faire. Elle essaye de voir dans quel groupe assigner tel individu. Et c'est ça qu'elle appelle l'individualisation des peines. A contrario, nous, soignants, nous ne sommes pas dans une individualisation. Nous sommes, encore une fois, dans la relation singulière. Cela, Aristote l'a illustré de manière définitive en disant dans sa métaphysique, ce n'est pas l'homme que guérit le médecin, sinon par accident, mais Callias ou Socrate ou quelque autre individu ainsi désigné qui se trouve être en même temps un homme. Donc c'est toujours une personne singulière que nous avons en face de nous. Je pense que le métier de juge, c'est la même chose et que c'est pour ça que la justice est un art et que le juge, il est toujours, normalement, devant une personne singulière et c'est bien pour ça qu'il y a un procès, des circonstances atténuantes, etc. On n'est pas devant une machine dans laquelle on rentrerait des données qui nous donneraient un résultat. Confusion, troisième confusion entre la vérité et l'exactitude. L'exactitude, c'est identifier le mot et la chose. Si je dis ceci est une montre, c'est un énoncé exact. La vérité, elle est toujours liée à la relation, en fait. Un petit exemple qui illustre cela, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien protestant, qui le donne. Il dit, c'est une maîtresse d'école qui un jour apprend que le papa d'un enfant est alcoolique. Et elle demande à l'enfant, est-ce que c'est vrai que ton père boit? Et l'enfant répond, non, c'est pas vrai. Et Dietrich Bonhoeffer explique cet exemple en disant, celui qui fait la vérité, c'est l'enfant parce qu'il protège son père. Il protège la relation avec son père. Celle qui ment, c'est la maîtresse parce qu'elle colle l'enfant dans une position impossible où il est contraint ou bien de trahir son père ou bien de dire quelque chose d'inexact. Et je trouve que c'est une bonne définition de la vérité qui est beaucoup plus large que la stricte exactitude. Confusion, alors il faudrait aller chercher Heidegger pour ça, entre l'animalitas et l'humanitas. Je m'explique. On pense les besoins indispensables à une personne détenue, non pas par rapport à ce que nous aurions en propre comme être humain, mais par rapport à la vie des animaux. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit nourrie, il faut qu'elle soit abritée, il faut qu'elle soit logée, etc. Et Jean-Marie Delarue, quand il était contrôleur général des lieux de privation de liberté, avait une formule très juste. Il disait « Je m'intéresse davantage à l'état des personnes qu'à l'état des lieux ». Et souvent, nous nous contentons de l'état des lieux. Les gens ont des soins parce qu'il y a 1,5 équivalent temps plein dans tel tôle, tout va bien. Ils ont de quoi manger, c'est parfait. Mais on ne s'intéresse pas à comment vont les gens. Par exemple, dans les nouvelles prisons toutes neuves, toutes propres, avec des douches en cellules, les gens se suicident davantage que dans les vieilles prisons. Parce qu'il y a moins de relations humaines. Voilà. Et résultat, on voit bien que l'état des personnes n'est pas strictement résumé à l'état des lieux, en fait. Dernière confusion entre le comportement et la conduite. La conduite, c'est quelque chose qui sollicite la liberté humaine. Le comportement, ça va être de dire, voilà, je lâche ma montre, elle tombe. Parce qu'un objet, avec les lois de la pesanteur, ça tombe. Donc ma montre se comporte comme un objet. Bien. Un mouton, vous le mettez dans un champ, il va brouter de l'herbe, il va pas aller manger le steak qui est dans la boîte à côté sur le gazon, normalement. Bon. Donc le mouton ne peut pas se comporter autrement que comme un mouton. Il ne peut pas se comporter comme un loup. Quand on commence à faire manger de la viande à des animaux végétariens comme les vaches, ça donne la vache folle. Au bout d'un moment, il y a un truc bizarre qui se passe, ça ne va plus. Donc, le mouton ne peut pas faire autrement que de se comporter comme un mouton, mais l'homme, précisément, si. L'homme, il peut ne pas. Et c'est ça sa liberté. Et c'est pourquoi il faut parler de conduite plutôt que de comportement. Si l'homme peut ne pas, ça veut dire que quelqu'un qui est colérique de tempérament peut ne pas se mettre en colère. Que quelqu'un qui un jour a volé peut ne pas recommencer à voler. Et on voit bien que finalement, la question de la responsabilité psychiatrique dans des grosses affaires, elle se joue sur cette question-là. Le jour où une personne entend des voix qui font qu'il ne peut pas ne pas tuer celui qui est à côté de chez lui, on considère qu'il est irresponsable pénalement. Parce que c'est bien la question de la liberté humaine qui est en cause. Bon. Et bien du coup, lorsque nous confondons comportement et conduite, et on ne cesse de parler de troubles du comportement en parlant des gens, nous risquons encore une fois de mettre des gens sur des rails d'où ils ne pourraient pas sortir en disant qu'il y a une dangerosité potentielle parce que machin est voleur et donc il ne peut que récidiver et il faut donc particulièrement le surveiller et qu'il a une dangerosité potentielle qu'il va falloir calculer pour pouvoir la prédire. Et ça nous fait tomber dans la fatalité.
La connaissance des comportements revendiqués par les méthodes issues du comportementalisme, elle s'appuie sur des critères actuariels, autrement dit mathématiques, statistiques, issus du monde des assurances, qui visent à assigner un individu à un groupe à risque. Et elle peut toujours, ce comportementalisme poussé à l'excès, il peut toujours revenir au naturalisme scientiste du XIXe siècle qui lisait dans la forme du crâne les risques de criminalité. Vous savez qu'on a décrit les bosses du crâne où on disait, ben voilà, il y a machin qui a la bosse du crime, et tout ça c'était né d'études. Alors c'est intéressant parce que là encore c'est ambivalent. C'était à l'origine presque la neurologie naissante, cette histoire de phrénologie. C'est des médecins comme le docteur Gall qui palpaient des crânes en disant, ben voilà, les loups ont des bosses au-dessus des oreilles. Voilà que monsieur machin, il a une bosse au-dessus de l'oreille, ben peut-être qu'il est agressif comme un loup. Bon. Mais en même temps, cet homme a permis à d'autres, à sa suite, de déterminer en neurologie des zones différenciées dans le cerveau qui ont des fonctions différenciées. Donc encore une fois, le danger, c'est quand on fait le raccourci entre la forme du crâne et le comportement ou la conduite d'une personne. C'est ce qu'on a pu appeler le naturalisme scientiste. C'est le danger aujourd'hui des IRM fonctionnelles quand elles veulent prédire un comportement délinquant à partir de petites lumières qui clignotent sur une IRM. Donc, 6e degré dans la chute, je vous en ai parlé, je passe, c'est le fatalisme. C'est de dire, ben voilà, machin se comporte comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et du coup, la contrainte à laquelle nous-mêmes nous sommes soumis, ce fatalisme, il déteint sur nous. Nous ne pouvons pas faire autrement qu'utiliser le dispositif Genesis. Nous ne pourrons pas faire autrement que d'utiliser un dossier médical informatisé, etc., etc. Et 7e degré, l'ultime degré, c'est bien la perte de la liberté dont il s'agit. Et finalement, la chute qui commence avec la fixation et qui descend jusqu'au fatalisme nous conduit à la perte de la liberté, qui frappe évidemment les détenus, mais qui nous frappe aussi à nous qui travaillons avec eux. Et du coup, pour lutter contre le fatalisme, il me semble que la finalité du combat éthique qu'il nous faut mener, c'est reconquérir, autant qu'il est possible, une part de liberté. Si nous ne le faisons pas, nous serons une sorte de miroir des personnes détenues. Ils sont dans leurs cellules, isolés devant les écrans plats de la télévision, et nous, en miroir, nous serons isolés devant les écrans plats de nos ordinateurs, à pratiquer la télémédecine pour surtout ne pas toucher le corps de nos patients. Or, si nous ne touchons plus le corps, il ne faut pas que nous nous leurrions, nous n'aurons plus accès à la parole vive et nous deviendrons ce que j'appelle un homo carceralis, cet homme qui hante notre culture occidentale. Alors, la reconquête de la liberté en 30 secondes. J'aurai 3 petits points. Premier point, retraverser à rebours chacun des niveaux que nous avons descendus. Premièrement, sortir de la fatalité. Et donc, pour commencer, croire que c'est possible de sortir de la fatalité. Alors ça se présente de façon très simple, c'est-à-dire que la personne qui est venue 12 fois en prison et qui la 13e fois revient, et qui la 13e fois nous dit qu'elle aimerait bien s'en sortir, il faut recommencer pour la 13e fois une demande d'appartement thérapeutique, refaire ses papiers, retrouver sa photocopie de carte d'identité pour qu'elle ait la CMU, etc., etc. Profiter de l'incarcération pour traiter son hépatite C afin qu'elle soit guérie, profiter qu'elle est incarcérée pour la faire opérer de ses varices, même si elle fume du crack et que dehors elle est à la rue, en se disant que de toute façon elle ne le fera pas dehors et on en profite quand elle est là. Donc saisir les occasions pour que du neuf advienne. Et le combat contre la fatalité, pour les patients, ça commence à ça, au niveau 0 de la pratique médicale, qui est de soigner les gens. Et ben voilà, ils sont là, soignons-les. Sortir de la confusion en nommant les situations telles qu'elles sont. Ne nous mentons pas sur ce qui nous arrive, employons le vocabulaire adéquat, et même s'il faut recommencer 20 fois dans des réunions, il faut aller à la Direction générale de l'offre de soins, il faut aller à la DGS, il faut aller auprès des députés, pas du tout en pensant qu'on a un rôle pour révolutionner et pour sauver le monde, mais pour persévérer dans la précision des termes, qui est un combat éthique en soi. Voilà. Choisir notre langage, ne pas parler par sigles, essayer d'être compris des gens à qui nous nous adressons, soyons précis. Ça aussi, pour moi, c'est un enjeu éthique majeur.
Troisième enjeu, écouter ce que nous disent les gens. Il paraît qu'un médecin généraliste, il arrive à rester en silence 20 secondes avant de prendre la parole en consultation devant ses patients. Peut-être qu'en prison, moi, je suis en deçà des 20 secondes, peut-être même que je suis à 10 secondes. Donc il faut lutter contre ce penchant qui fait qu'on n'entend pas ce que les gens nous disent. Et il faut absolument entendre la plainte de tous, la plainte de nos patients. Paradoxalement, la plainte de nos collègues qui souffrent aussi parfois en travaillant en endroit comme la prison, la plainte des surveillants qui, quand ils nous posent des questions folles, le font pas parce qu'ils sont méchants, mais le font parce qu'ils sont démunis. Et donc, peut-être qu'il faut, pour le coup, trouver des dispositions où nous pourrons nous parler sans que la confidentialité soit mise à mal. Nous avions à la prison des femmes une réunion mensuelle que nous appelions le rapport élargi avec l'administration pénitentiaire, l'éducation nationale, les conseils d'insertion et de probation, où nous parlions de problèmes structurels de fonctionnement. Hélas, cette réunion a été supprimée depuis 1 an par incurie d'une directrice qui n'est plus là. Mais c'est dommage parce que c'était un endroit où nous pouvions expliquer pourquoi nous ne voulions pas aller à la commission pluridisciplinaire unique, pourquoi nous ne voulions pas de cette fameuse carte agent justice, etc. Et d'expliquer rationnellement les choses en montrant que c'était pas seulement de la mauvaise volonté, il y avait des raisons objectives, intelligibles, et qui ne voulaient pas dire qu'on ne voulait pas travailler avec eux. Donc, écouter, ça veut aussi dire soigner la singularité de chaque rencontre, ça veut dire honorer la parole vive. Après, il faut aussi contourner le dispositif technique quand c'est possible. Alors, la discussion que nous avions aujourd'hui avec mes collègues, c'était bien de voir que parfois c'était pas possible de le contourner, mais que là où c'était possible, eh bien, il fallait le contourner. Voilà. Donc cette fameuse carte agent de justice, certains qui l'ont ne peuvent plus s'en passer. Eh bien, ceux qui ne l'ont pas, peut-être qu'il faut les encourager à ne pas l'avoir. Voilà, par exemple. Défixer tout ce qui peut l'être, remettre du jeu là où c'est possible. Alors voilà, par exemple, remettre du jeu, je vous disais, c'est prescrire de la kiné, c'est envoyer les patients chez le podologue si on a un podologue, c'est lui prescrire des crèmes si on ne peut pas lui prescrire de douche, etc. Et puis, et tout ça, vous l'aurez compris, c'est bien connaître sa place dans cette grosse machine. Donc savoir exactement où nous sommes. Et où nous sommes, c'est nous ne sommes pas des auxiliaires de justice quand nous sommes soignants. Et tout ce qui pourrait nous faire croire que nous en sommes, attention, clignotant rouge, danger, nous pouvons être requis par la machine, à un moment, peut-être nous ne pourrions plus nous échapper de cela. Je ne vous ai pas présenté au début, mais les soins en prison, depuis 1994, ont été affiliés au ministère de la Santé, alors qu'auparavant, ils dépendaient du ministère de la Justice. La tendance lourde aujourd'hui, c'est que tout ce qui permet à l'administration pénitentiaire de récupérer du territoire, ils le font, et nous devons être extrêmement vigilants pour garder cette originalité qui est que nous dépendons du ministère de la Santé, nous sommes payés par l'hôpital et nous ne sommes pas des agents de justice. À cet ensemble de manières de reconquérir notre liberté, je voudrais en rajouter 2, plus précises. La première, c'est ce que j'ai appelé la ruse, la métisse, quelque chose qui nous vient des Grecs, ce qu'ils appelaient la métisse. Cette métisse est une sorte de sagesse des interstices. C'est ce qui permet de contourner le dispositif quand on peut le contourner. Par exemple, alors je ne sais pas, comme c'est enregistré, si c'est une très bonne idée que je le dise, mais tant pis, lorsque Genesis est arrivé dans la prison, il était question que toutes les listes passent par Genesis, et donc que nous fassions nos listes à l'avance, ce qui voulait dire que nous ne pouvions pas modifier la liste une fois qu'elle était faite et que nous avions beaucoup de mal à rajouter des patients sur nos propres listes. Bon. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour ruser. Soit on va frontalement discuter avec les autorités locales en disant « nous, c'est pas possible, on peut pas fonctionner comme ça, etc. » Ou bien on ne fait rien et on attend de voir ce qui se passe et progressivement, on rajoute un nom sur la liste et puis 2 noms. Et puis on voit que ça passe. Alors, on rajoute 3 noms sur la liste. Et finalement, on retrouve la souplesse à peu près identique au dispositif précédent. Voilà. C'est pas partout possible. C'est possible dans une petite institution, c'est moins possible dans une grosse. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Contourner le dispositif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est téléphoner au chef de détention ou au directeur en disant « voilà, moi j'ai vu Madame Machin, franchement, il faut faire quelque chose pour elle. » Voilà. C'est prendre des voies de traverse, donc discuter aux messes du personnel avec le directeur en disant
Au fait, il faudrait quand même qu'on parle un jour de telle chose, etc., etc. C'est une ruse qui doit présider à notre manière d'écrire les courriers, à notre manière de rédiger les certificats, à notre manière d'aller ou pas dans une réunion, à notre manière de nous positionner comme association professionnelle devant nos tutelles. C'est une ruse des interstices, des occasions. C'est ce que je vous disais quand je dis, Madame Machin, par exemple, est colombienne, elle est en prison parce qu'elle n'a pas d'argent pour se faire soigner, et ben ça tombe bien, on va profiter pour qu'elle se soigne en France. Voilà. Elle va avoir des examens qu'elle n'aurait pas pu se payer en Colombie. C'est ça la ruse aussi. C'est que la situation est là, je suis soignante, ok, on y va. On va la soigner correctement puisqu'elle est devant moi. Le deuxième levier sur lequel je pense... Alors, c'est une ruse qui est joueuse, qui est ludique, c'est-à-dire que ça nous rend intelligents. Et c'est très gratifiant de faire fonctionner l'intelligence des interstices. Et ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec d'autres. Ça se fait en dialoguant avec le collègue de psychiatre, avec tel interlocuteur qu'on a repéré. Moi, très longtemps, j'avais une alliée dans l'équipe d'enseignants qui était une femme super qui donnait les cours de français langue étrangère pour les détenus. Eh bien, plein de fois, je l'ai appelée en disant « Madame Machin, elle comprend rien du tout, mais elle ne sait pas écrire, elle va pas t'écrire, essaie de voir si tu peux pas l'inscrire dans les cours, etc. » Voilà, c'est ça les interstices. C'est savoir qui est l'interlocuteur fiable, et c'est éminemment subjectif. C'est pas du tout objectif, mais précisément ça fonctionne. Et le dernier levier, quand même, qui me tient à cœur, c'est la garde du secret. C'est pour ça que j'ai continué après à travailler, nous en reparlerons peut-être l'année prochaine, sur le secret. Et le secret médical, il est mis en danger par la technique. On pourrait presque reprendre les 7 échelons que je vous ai indiqués et voir qu'à chacun de ces 7 échelons, le secret médical, le secret professionnel des soignants est mis en danger. Il est mis en danger par la technique, il est d'intérêt public, on croit qu'il s'oppose à l'intérêt public. On croit souvent que, parce que les médecins ne veulent pas donner d'informations aux surveillants ou aux juges ou à je ne sais pas qui, ça mettrait en danger la sécurité de l'établissement. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est parce que les gens ont confiance en nous qu'ils pourront nous dire des choses. Et donc, heureusement qu'ils peuvent avoir confiance. C'est une soupape, cette histoire-là. Et donc, ça protège la sécurité d'avoir des lieux où les gens peuvent exposer leur intimité sans crainte. Et au niveau d'une société aussi, le fait qu'il y ait des instances qui soient protégées par le secret professionnel, ça permet à des gens de dire des choses qu'ils ne pourront pas garder pour eux. Et donc, ça protège l'intérêt public. Ça, les grands défenseurs du secret professionnel, même au XIXe siècle, avaient bien vu. Ça protège la singularité de la personne. Ça honore la parole vive. Et plus que tout, et ça j'insiste là-dessus, ça protège la présomption d'innocence, le secret médical. Ça veut dire que si je tais tout ce qui a été vu, entendu ou compris, et un de nos collègues psychiatres aime bien dire, y compris ce qui a été compris de travers, si tout ça est protégé par le secret, des gens, évidemment celui qui vient me voir avec une entorse, vous allez me dire le secret professionnel, on s'en fout, mais pas du tout, parce que si il vient me voir avec une entorse et que cette entorse, il se l'est faite dans des circonstances que personne n'a à connaître, heureusement qu'il peut quand même venir en consultation parler de son entorse. Si un type dehors se fait une entorse et va voir, en allant voir sa maîtresse et que c'est ça qu'il dit à son médecin, évidemment que ça ne relève pas du dossier médical entorse, n'empêche que les circonstances dans lesquelles il s'est fait son entorse, heureusement qu'elles sont protégées par le secret. Et donc, il me semble, et je vais vraiment terminer cette fois-ci promis là-dessus, ce qui nous menace le plus, c'est le destin. Le secret médical, c'est pas seulement fermer la bouche sur des choses que l'on aurait connues, c'est plus encore fermer les yeux sur ce que nous n'avons pas à connaître. Et ça permet d'échapper au destin. La bonne vieille éthique hippocratique, c'est aussi fermer les yeux sur ce que le médecin n'a pas à connaître. Et Hippocrate, il le dit bien, si vous devez rentrer dans l'intérieur des maisons, en gros, il y a des choses que vous n'avez pas à connaître. Donc, il s'agit de fermer les yeux sur ce qui ne nous concerne pas. Fermer les yeux sur ce qui ne nous concerne pas, ça veut dire, par exemple, imaginons que je sois psychiatre, que je veuille prescrire un antidépresseur à une personne et que cet antidépresseur a des effets sur sa vue. Je veux être sûr que sa vue ne s'aggrave pas avec mon antidépresseur. Je vais adresser la personne à un ophtalmo. Je vais mettre dans mon courrier que Madame Machin est traitée par tel antidépresseur et je vais demander au confrère ophtalmo, est-ce que c'est un problème pour son glaucome, oui ou non?
Je ne vais pas dire Madame Machin est déprimée parce que son fils est en prison, que sa grand-mère se prostitue et que je ne sais pas quoi. Il n'y a pas besoin de ces informations-là pour l'ophtalmologue. Et donc, moi, par exemple, à Fleury-Mérogis, je ne demande pas aux personnes détenues pourquoi elles sont en prison. À la limite, le motif d'incarcération n'interfère pas dans ma pratique de médecin somaticien. Mon collègue psychiatre, lui, sans doute, en a besoin. Il ne va pas aller la chercher sur le dispositif Genesis. Il va demander à la personne détenue « Pourquoi vous êtes là ?» Elle lui racontera ce qu'elle veut. Et il partira du principe que ce qui compte, c'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas si c'est exact ou pas exact, c'est ce qui compte, c'est ce qu'elle me dit. Et ce sera ça la vérité pour lui, en fait. Donc vous voyez bien que le secret médical, c'est aussi un levier qui nous permet finalement de garder notre liberté et de préserver la liberté du patient. Laquelle liberté du patient, c'est quand même que si quelque chose dans sa vie lui fait honte, ce ne soit pas exposé publiquement, ni aux yeux des autres détenus, ni aux yeux des surveillants, ni aux yeux du quiconque, et en tout cas pas du juge ou du magistrat. Claude Bruer, maître de l'école de la Salpêtrière, a écrit un livre en 1978 qui s'appelait « Une éthique pour la médecine ». Et voilà ce qu'il disait du secret. Il est nécessaire que le médecin soit marqué d'une certitude difficile, que le seul registre de la science ignore, tant la biologie doit faire abstraction de ce qui n'est pas matière, notamment mouvement vérifiable, objet expérimentable. Quand la science, par méthode nécessaire, évacue tout secret, le médecin doit savoir que subsiste en chaque corps atteint l'être indéchiffrable, illisible en termes scientifiques, invisible par l'expérimentateur, inaccessible à la plus fine investigation positive. Mais certitude résolument gardée, faute de quoi tout est permis, et même tout scrupule est aboli par les exigences illimitées de la technique médicale et chirurgicale. Peu importe à ce premier niveau de la certitude le type d'explication philosophique ou religieuse. Précisément, la médecine garde le seuil. Que cède ici la certitude et elle s'éteindra ailleurs. Il me semble que si nous cédons dans nos pratiques professionnelles en milieu pénitentiaire, nous faisons partie de ceux qui contribuent à ce que toute éthique médicale cède ailleurs. Je vous remercie.